Normalement, oui. Après, en plus, du coup, il tombe sur la chaîne, donc normalement... Ah voilà. Vraiment, je suis nulle. Je vais enlever le son, voilà. Oh, je sais pas comment. C'est pas... C'est bon, tu y arrives? C'est pas hyper intuitif. Non, mais moi, je galère de ouf. Mais je voulais l'envoyer à des copines et tout. Vas-y. Laisse le son. Il y a quelqu'un qui a dit laisse le son. Ah, j'ai enlevé le son. C'est ça que je comprends pas. C'est quoi? Je sais pas, c'est horrible. Est-ce que là, vous nous entendez ou pas? Non, toi bien. C'est qui? Je crois que c'est Jules, ok. Est-ce que vous nous entendez? Oui, putain. Ok. T'es prête, toi? Vas-y, j'essaie juste un dernier truc. Vas-y. Copier, hop. Hop. Coller, ok. Ça. Et alors... Coller. Voilà. Allez. C'est parti. Bon, du coup, on fait ce stream avec Candice. Très mignonne. Qui, pour un peu de contexte, qui est mon ancienne boss, d'ailleurs. Et oui. Et oui, il fait un temps. Et on va parler de relations toxiques. Donc, c'est pas le stream le plus fun de la Terre. Enfin, mais parlons-en. Il faut en parler. Je sais pas si t'as envie de dire un petit mot avant ou si tu veux qu'on rentre dans le sujet directement. Mais en fait, la première question, c'était courte présentation. donc voilà, ancienne collègue, surtout de Constance. En reconversion professionnelle actuellement. Pour tous ceux qui veulent se mettre au sport, c'est avec moi. Carrément, sur Bruxelles, franchement, j'avoue que j'ai jamais parlé finalement. J'ai toutes tes cartes. Non, mais c'est vrai, j'ai toutes tes cartes de sport et je les ai jamais. Ah oui, bah oui. Et donc voilà, actuellement, 3 boulots, du coaching personnel dans une salle de sport iFitness à Uccle, des bootcamps, donc des sessions de sport en extérieur entre le Cinquantenaire et le Bois de la Cambre, et alors également des chaussures chez Bobby's près de Stéphanie à Louise. Voilà, donc j'ai plein de cartes. Oula, il y a des feux d'artifice carrément. Ah ouais? Je savais pas que c'était possible ça. Donc si vous voulez une paire de chaussures, une paire de fesses ou voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà. Ok, bah top. Bon, bah commençons finalement. Dans le vif du sujet. Non, du coup, c'est vrai qu'on voulait faire ce podcast. Enfin, j'en ai parlé à Candice parce que Candice a beaucoup de relations toxiques. Pour parler grossièrement, en gros, on va rentrer dans le profond du sujet après. Ça a surtout... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais commencer aussi un peu avec ta maman, les relations que tu pouvais avoir avec ta maman. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu du début Ben, du coup, pour rebondir là-dessus, moi, ce que j'avais... Je vais essayer de vraiment... On est dans un truc naturel, hein. Mais c'est vrai que j'avais pris 2-3 notes, enfin, j'avais essayé de préparer. Pour moi, une relation toxique, en fait, ça dépend vraiment d'un point de vue, en fait. C'est très subjectif, c'est très personnel, mais ce qui est sûr, c'est que ça démarre du cadre familial. La famille dans laquelle on atterrit, parce qu'on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis mais pas sa famille,
Et donc voilà, ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'en fait, nos propres parents, forcément, eux aussi, traînent leur bagage et projettent un petit peu sur nous leurs problèmes, leurs traumas, etc. Et donc, il est clair que j'ai eu une maman, mais en fait, j'ai une maman et un papa qui ont chacun leur façon de fonctionner. Mais c'est vrai que ma mère a, si tu veux, joué un énorme impact dans la personne que je suis actuellement. De par sa façon de gérer les relations, d'entamer une relation, de se comporter et la façon dont elle m'a éduquée aussi. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, j'aime ma mère, hein, qu'on soit clair, mais j'ai un certain gap, j'arrive à mettre une certaine distance entre ce qu'elle est et ce qu'elle représente pour moi. Et en fait, je pense que ma mère, enfin j'estime que ma mère est une arriviste. Donc, c'est dur déjà. Donc elle grimpe, elle a ce besoin d'exister dans la société et en fait elle grimpe dans la société via des relations avec des hommes. Et comment est-ce que... Waouh, c'est... J'avais pas prévu d'arriver à ça comme ça. C'est comme tu veux, comme tu le sens. Mais en fait, voilà, donc moi, en fait, de base, je suis pas du tout un enfant voulu. Je suis clairement le produit d'une soirée trop arrosée. Et en fait, j'ai clairement été le billet d'entrée en Europe pour ma mère, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ma mère vient de Mongolie et mon père est français. Et donc, à l'époque, je pense que pour pouvoir avoir des papiers, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et donc, ma mère, suite à une soirée trop arrosée sur Bruxelles, avant de repartir en Mongolie, s'est retrouvée enceinte de moi et a tout bonnement trouvé judicieux d'annoncer la grossesse à mon père par fax. Bon, alors à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens, mais voilà, donc par fax. Et en fait, il était clair pour elle que c'était, du coup, l'issue la plus naturelle qui soit, était de se marier et de garder l'enfant. Alors que c'était clairement un one night standing. Hein, donc, je ne pense pas que ce soit l'issue la plus judicieuse, mais voilà. Donc, je pense qu'à ce moment-là, elle s'est dit, go, vas-y, c'est bon, j'ai mon billet, quoi. Je suis dans la liste, je suis dans la queue. Et voilà, et je pense que j'en ai beaucoup parlé avec mon père, parce que forcément, il y a eu des questionnements par rapport à ça par la suite dans mon développement mental. Déjà, rien que de savoir ça, rien que de savoir, entre guillemets, que t'es pas forcément un enfant voulu, c'est déjà un traumatisme. Enfin, tu pars déjà d'un truc qui est pas... Tu sais que tu viens pas de... Voilà, que t'es pas né dans l'amour et dans la bienveillance, donc voilà. C'est pas le fruit d'un amour, quoi. C'est clairement ça. Et en fait, je l'ai appris vachement tard. Je l'ai vraiment... ça, c'est une réalité. Enfin, c'est quelque chose que j'ai conscientisé, mais vraiment sur le tard. Et ça m'a fait beaucoup de mal, mais ça m'a aussi permis de comprendre, en fait, pas mal de choses par la suite. Et donc, j'en ai beaucoup parlé avec mon père. Et mon père, en fait, qui m'a dit à l'époque... que lui, en fait, si tu veux, autour de lui, tous ses amis, proches, etc., commençaient à se marier, à avoir une vie de famille, tu sais, c'était l'âge, hein, la trentaine, tout ça, et donc il s'est dit, bon voilà, mon schéma, mon histoire est un peu différente, mais ça se présente à moi, pourquoi pas y aller, voilà, c'est tout, et donc c'est ce qui s'est fait, mais encore une fois, j'ai pas envie, je vais vraiment pas vouloir envie de jeter la pierre, mais c'est pas non plus les conditions pour un papa d'accueillir un enfant. Clairement pas. Parce que, en plus, mon père qui est très... j'ai envoyé le lien à mon père, donc je sais pas s'il va regarder. Mais mon père est très... c'est un homme d'affaires et il faut aller droit au but. Il n'y a pas tout ce qui est questionnement, se poser des questions, c'est très vite trop compliqué.
Donc il s'est dit, je vais droit au but, j'ai un enfant, go. Et il n'y a pas eu tout ce questionnement émotionnel derrière. Enfin, c'est ce que je pense, après je ne suis pas dans sa tête. Mais il m'a dit, voilà, c'est vrai que j'ai accepté en me disant que c'était la chose à faire pour l'âge que j'avais à l'époque et les étapes de la vie qu'on traverse, quoi. Et donc voilà. Donc je suis arrivée, si tu veux, dans cette famille qui, je pense, n'était pas prête. Parce que déjà de base, elle n'était pas construite. Voilà, elle n'était pas construite. Mes parents, à l'époque, ne vivaient même pas dans le même pays. Par la suite, du coup, ils se sont installés à Bruxelles. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur le tas. Et encore une fois, faire un enfant, c'est pas quelque chose qu'on fait sur le tas, quoi. C'est quelque chose qui est réfléchi. Et donc, clairement, ça commençait mal. Ouais. Je pense que ça a clairement impacté mon développement émotionnel et relationnel pour ma vie future. Mais c'est pas pour autant que ça fige dans le béton ma façon d'agir ou de me comporter dans mes relations. Mais je le vois aujourd'hui, et d'ailleurs dans tes questions aussi, il y a une évolution. J'ai clairement pas la même façon de me comporter à l'heure actuelle dans une relation qu'il y a de ça 5-10 ans. Donc, Parce que justement, tu penses que tu as compris ça en grandissant et tu as compris, comment dire, tu as réussi à ne pas caser tes parents, les mettre dans une case, et tu t'es dit, bon, ok, je comprends pourquoi ils ont agi comme ça, et du coup, toi, ça t'a permis aussi de mûrir sur ça, et du coup, de mûrir tes réactions et ta façon de penser. Alors, oui. Je pense que c'est parce que t'as grandi, tu vois, et que t'as compris tout ça, que du coup, tes réactions sont différentes, ou... C'est le fameux tu comprendras quand tu seras grande. Il y avait beaucoup de questionnements quand j'étais enfant, du coup. Aujourd'hui, il est clair que je comprends, même si ça reste parfois très douloureux, pourquoi mes parents se sont comportés ou alors se comportent encore à l'heure actuelle de telle ou telle manière. Parce que comme je l'ai dit, ils ont chacun leur trauma, ils ont chacun grandi dans des familles avec leur propre trauma, et donc parfois c'est générationnel aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi j'écoute aussi, je suis un petit peu dans la spiritualité, les horoscopes, les énergies, tout ça. Et en fait, il y a certaines personnes qui disent qu'on garde en fait les traumas à travers les générations, et que s'il n'y a pas, on va dire, quelqu'un qui décide en fait, qui a le courage, parce que je mets des guillemets parce que j'ai pas envie de me jeter des fleurs en me disant moi j'ai eu le courage de mettre un terme à ces traumas, mais quand même. C'est qu'à un moment, tu casses un cycle aussi, tu vois. Tu te dis, moi, j'ai pas envie d'avoir ce même schéma et de répéter ça potentiellement avec mes enfants ou avec les futures générations, donc je vais essayer de casser un cycle. Si, c'est du courage. C'est ça. Mais en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un truc que je me suis dit en grandissant, c'est vraiment, je ne veux pas être comme ça avec mes enfants. Ça, c'est vraiment un truc où j'étais là... parce que bon, j'ai grandi avec une maman très, très, très compliquée. Dans un cadre, on va dire, où la sécurité n'était pas établie. C'est-à-dire que, et d'ailleurs j'en parlais aujourd'hui avec une collègue parce que je savais qu'on avait le podcast et je me suis dit ça va être intéressant de le dire. J'ai été voir une psy, comme nous tous on peut le faire. Et je lui avais parlé de comment est-ce que j'avais grandi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis toujours j'ai toujours ce besoin de contrôler les choses. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et d'ailleurs, c'est des choses que mes amis ou même mon conjoint, c'est des choses qu'on peut me reprocher. Arrête d'être dans le contrôle, arrête de vouloir tout contrôler. Mais c'est parce qu'en fait, plus petite, j'ai pas eu le choix que de contrôler parce que de par le fait que ma mère était pas forcément présente, à plusieurs niveaux, et de par le fait que j'étais toujours, et c'est ce que la psy disait, dans une espèce d'hypervigilance. Donc en fait,
Après, c'est un truc d'enfant, hein. Si tu mouftes un petit peu trop, tu te chopes une gifle ou tu vas au coin ou machin ou ceci ou cela. Mais moi, c'était dans un aspect un peu extrême. Ne compare pas avec tout le monde. Toi, t'as quand même. Enfin, ouais, dis-moi si tu rentres dedans ou pas. Mais t'as quand même. Je pense qu'il y a des enfants qui n'ont pas, qui sont pas pris des gifles, qui n'ont pas subi des violences, C'est même ça. des petites violences, si on peut appeler ça comme ça. Toi, il fallait quand même que ça file droit. Fallait que ça file droit assez jeune en fait. Euh, pour qu'on soit clair avec tout ça, j'ai eu une mère voilà, qui levait la main fréquemment sur moi. Ce sont des choses qui arrivent et j'ai pas envie de dire ah bah du coup ma mère a levé la main sur moi donc j'ai eu une enfance dégueulasse. Non, parce que Bah, je pense qu'il tu y a peux eu dire ça, hein. Enfin, je veux dire, ouais, c'est mais que c'est quand même assez. c'est pas non plus ce que je veux dire parce que je pense que encore une fois comme je disais au début de la vidéo enfin du live je pense qu'à ce moment-là elle savait pas comment faire autrement, c'est-à-dire que elle était dépassée par ses émotions, elle était dépassée par la situation alors que la situation n'avait vraiment pas. Enfin voilà, c'était une situation. En fait, j'ai un souvenir vraiment bête qui me vient en tête et c'est qui me revient à chaque fois. Et en fait, c'est la première fois. En fait, c'est le premier souvenir que j'ai d'elle où elle me lève la main sur moi. Et je me souviens, j'étais toute petite et ma mère avait toujours ce besoin de changer les emplacements de meubles. Ça, c'était son kiff. Une fois ou deux fois par an, il fallait changer le fauteuil, la télé, les machins, changer les énergies, tout ça. Et donc, on se retrouve à devoir rouler le tapis parce qu'elle voulait le rouler pour le changer de pièce ou j'en sais trop rien. Et bah forcément, on se met aux extrémités, mais t'as la force d'un adulte et puis t'as la force d'un enfant, quoi. Et donc, en fait, je me souviens que j'essayais de rouler le tapis, mais que de mon côté, en fait, il était en forme de cône, tu vois. Il n'était pas assez serré et de son côté, il était serré. Donc, t'es une enfant, quoi, ouais. Voilà, on s'est remis à plusieurs reprises pour que ce soit vraiment parfait, alors qu'en fait, on s'en fout. Enfin, c'est juste pour le déplacer de pièce. Et en fait, ce jour-là, elle a levé la main sur moi. Mais genre, en fait, elle avait une bague. Et en fait, je me souviens avoir eu le ici, là. Et être allée dans la cuisine et prendre une canette et m'être mise dans ma chambre en me disant ok, bah, il faut que ça passe, quoi. Mais là, maintenant, tu vois, j'en discute vraiment presque sans tabou, quasiment sans tabou, parce que bah, en fait on est sur un live et je pense que c'est des choses qui arrivent à beaucoup de personnes et c'est pas que c'est pas grave, mais faut pas dire ça. Non, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est juste que c'est des comment tu dis quand ça explose, c'est pas des accès de colère, c'est pas ce que je veux dire, c'est en fait, c'est une explosion à ce moment-là que tu ne sais plus contenir, malgré toi, et en fait, malgré le fait que ce soit ton enfant, un petit être. Ouais, mais Candice, je comprends ce que tu dis, mais il faut quand même pas du tout négliger le fait que c'est des violences et que quand t'as un enfant, tu peux pas exploser comme tu le fais quand t'as 13 ans. Bien sûr. Enfin, tu vois. Bien sûr. Non, mais ça, c'est vrai. Faut pas minimiser ce qui s'est passé. Alors, c'est pas tant de la minimise, parce que, en fait, je suis passée par plein de stades. Hein. Faut savoir que moi, à l'époque, on me disait, quand on me parlait de mon enfance et que j'étais encore dans mon enfance, c'était, je finissais en pleurs, quoi. Bah, ça va avec maman, ça va avec papa, bah non, je pleurais, ça n'allait pas. Et il fallait pas m'en parler, j'avais un complexe par rapport à ça. Et donc, du coup... je suis passée par plein de stades, et puis il y a eu le stade de la rébellion, il y a eu le stade de l'acceptation, il y a eu le stade de la tristesse en fait et de l'incompréhension. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi et pas à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que... Je comprends pas, j'ai été un enfant assez facile à vivre, pourquoi est-ce que ça tombe sur moi, etc. Et puis en fait, il y a un moment où il y a le stade de la curiosité et tu te demandes, ok, mais en fait, pourquoi est-ce que tes parents agissent comme ça, tu vois? Tu veux comprendre, tu veux savoir... Et tu vas creuser et tu te renseignes auprès de tes grands-parents et qu'est-ce qui s'est passé. Ah ok, bah, ma mère a perdu son père, elle était très jeune, ça a été une mort tragique. Mon père a grandi dans un cocon familial où en fait
Son père, à lui, n'était jamais présent pour lui, il n'y avait pas d'affection. Ma grand-mère était mère au foyer. Enfin, tu vois, tu essayes tu de... comprends, tu mets les... Tu vois, voilà, tu fais un puzzle, quoi. C'est Avec ça, toutes les petites pièces que t'as. t'assembles les pièces et tu te dis, bon, bah, en fait, il n'y a pas eu, de soutien émotionnel ni d'un côté ni de l'autre. T'attends pas à toi en avoir de ton côté, tu vois. Si eux n'ont pas eu les schémas, comment est-ce que toi, tu voudrais avoir le schéma pour le reproduire, tu vois. Et c'est là où, en fait, du coup, il y a ce truc où tu te dis, mais moi, je veux pas, Ça. parce que je sais ce que c'est. Alors, il y a un gap entre se dire, je veux pas reproduire ce qui m'est arrivé, et ne pas le reproduire. Et d'ailleurs, et ça va être très dur pour moi de le reconnaître sur ton live, mais ce n'est pas un enfant, mais moi j'ai eu un chien qui est toujours vivant. Je dis j'ai eu, mais c'est parce qu'il est plus avec moi. Attends, j'ai cette mèche qui, voilà. Il est plus avec moi. À l'heure actuelle, il est dans une famille vraiment au top du top. Il va à la mer, il va à la montagne, enfin bref. Ça a été très compliqué de m'en séparer, mais c'est parce que j'avais clairement plus le temps de m'en occuper. Et tout ça pour dire que il y a clairement des schémas qu'on reproduit, que ce soit avec un chien ou un enfant, en fait. Hein, on éduque un être vivant. Et je me suis revue, de temps à autre, à avoir des mots super durs à l'égard de mon chien, alors que cette pauvre bête n'avait rien fait, elle était juste là en train de vivre et il fallait accepter que c'était un chien et donc un être vivant et donc un animal et que ce n'est pas un être humain qui, une fois qu'il a mangé, va nettoyer derrière lui et essuyer les gouttes qu'il fait. Voilà. Et donc, même en m'étant dit, en grandissant, je ne veux pas reproduire pas comme ça. Voilà, et ben j'ai vu que c'est parce que c'est un schéma dans lequel tu as grandi. Tu le reproduis forcément malgré toi, tu le reproduis et fort heureusement c'était avec un chien et pas avec un enfant, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est trop tard ou c'est cramé et que ça va rester comme ça. Je pense que le plus important en fait c'est de conscientiser la chose et de se dire ok, j'ai vu que malgré le fait que je m'étais dit que j'avais pas envie de reproduire, j'ai vu que voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu inné en moi. Il va falloir que le jour où j'ai un enfant ou que je conscientise un peu plus rapidement les choses. Mais j'ai une question, est-ce que du coup quand tu quand t'étais un peu dur avec ton chien, est-ce que parfois t'avais un peu de te dire ok là j'ai l'impression de ressembler à ma mère? Ah clairement. Et du coup, non, ça va pas. Clairement. Okay. Clairement, il y a eu plein de fois où... Et c'était horrible. Enfin, moi, j'ai vécu seule pendant longtemps avec mon chien. Et donc, j'avais ces accès de colère qui sont, en fait, pas du tout comparables à ceux que ma mère avait. Mais moi, j'appelle ça des accès parce que c'est vraiment des moments où, en fait, c'est plus fort que soi. C'est-à-dire que on sait, au fond, que c'est pas vraiment correct, mais... T'arrives pas à le gérer, quoi. Voilà, t'arrives pas à gérer, c'est comme quand tu te disputes avec ton gars, que tu sors quelque chose, ou... tu vois, tu te dis, putain, j'ai pas envie de le dire, mais ça sort, tu vois. Ou même quand tu te disputes avec une copine, t'es là... Mais donc, voilà, et donc j'avais ces accès où j'étais là, mauvais chien, enfin, c'est horrible, hein, mais je disais, mauvais chien, non, c'est pas bien, etc. Et pendant que je disais, j'étais là en mode, c'est pas vraiment la façon dont j'aurais aimé régler la situation. Et puis 5 minutes après, en fait, t'es envahi par la culpabilité et donc tu prends ton chien dans tes bras et tu lui fais... Et en fait c'est mauvais parce que ça se trouve le chaud et le froid, mais en même temps ça prouve aussi que t'as pas... je dis pas du tout que ta mère a ça, ou voilà, mais le fait de se sentir coupable, ça prouve que t'es quelqu'un de bien. C'est un peu con ce que je veux dire. Non mais, tu vois, genre le sentir la culpabilité, ça veut quand même dire... ok, je suis désolée, je m'excuse, je me sens super mal, je viens de faire une grosse connerie. Et ça prouve que tu as compris ta connerie. Enfin, je sais pas, mais du moins tu sais que t'as fait une connerie, tu sais que t'as été trop loin dans tes propos, tu culpabilises. Je trouve que c'est un step, même si bon, faut quand même que tu dis, tu peux pas être comme ça que... Du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que... Est-ce que quand tu comprends que t'as fait une connerie, que tu conscientises que t'as fait une connerie et que tu sais que c'est pas bien, est-ce que ça veut pour autant dire que tu vas plus la refaire ? Bah, c'est une grande question. Je pense que tu peux quand même mieux gérer... Non, pas forcément. C'est vite réfléchi. Finalement.
Parce que, tu vois, et c'est ça aussi qui... Mais pour plein d'aspects dans la vie, et c'est ça aussi où en fait, je me dis, est-ce que quand bien même j'ai conscientisé cet aspect de moi, Ouais. je sais que c'est... Donc, je l'ai conscientisé, je sais que je veux travailler dessus, est-ce que je vais pour autant y arriver, tu vois? Et parfois, tu vois, je me dis... Parfois, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça fait partie, en fait, du process de devenir adulte? Est-ce que ça fait partie... parce qu'en fait, on le sait tous aujourd'hui, on a tous dans notre entourage des adultes, en fait, qui se comportent encore un petit peu, pas comme des jeunes, mais qui ne parviennent pas à aller au-delà, on va dire, de leur schéma, de leur trauma, parce que soit ils le conscientisent pas, ou parce que tout simplement, ils veulent pas sortir de leur zone de confort en se disant, bon bah en fait là j'ai clairement agi comme de la merde, je sais que ça peut blesser mon entourage, ou en tout cas en pâtir par rapport à mes relations et par rapport aux relations, aux gens qui m'entourent. Est-ce que je décide de changer ou pas, quoi? Ouais, mais tu vois, là, tu prends cet exemple-là, mais il y a aussi l'exemple inverse. Il y a plein de gens, et moi, par exemple, ma mère qui qui a eu zéro amour quand elle était jeune, enfin vraiment qui l'a. Voilà, au final, elle nous a donné tout l'inverse. Elle a quand même réussi à passer ce step. Elle est pas parfaite, elle a fait. Ouais. Enfin voilà. Il y a aussi plein de gens qui y arrivent, et là, j'ai l'impression que toi, tu te dis, mais est-ce que je vais réussir un jour à passer ce cap? Oui, tant que t'as la volonté de le faire. Pour moi, oui, tu vois, et puis enfin... Ouais, bah, je sais que je me mets en tout cas une vraie pression à ce niveau-là, parce que, et encore, j'ai pas envie de, de, de me plaindre, etc. Euh, mais j'ai pas du tout envie que mon enfant vive ce que j'ai pu vivre étant enfant. J'ai vraiment pas envie qu'il passe par ces questionnements, qu'il passe par ces doutes, par cette estime de soi complètement mise à vide. Et je sais que dans une des questions, tu disais est-ce que ça a eu un impact sur ton développement? Mais clairement, moi j'ai eu, et encore à l'heure actuelle, et d'ailleurs je pense pas du tout que mon compagnon est actuellement sur le live, mais j'ai une tendance, et ça me plaît vraiment pas de la reconnaître, parce que bah, ça touche à mon ego, et voilà, mais j'ai vraiment cette tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, parce que j'ai grandi avec une maman qui en fait voyait toujours les choses d'un côté négatif, et du coup c'est un petit peu ancré en moi. Ça veut dire que et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de travailler au quotidien, en me disant bon, ah merde, non, enfin, j'essaie de trouver un exemple là sur le tas, mais ah non, je vais arriver en retard, et ben en fait, non, je prends plutôt le temps de faire la chose comme il faut, jusqu'au bout des choses. Enfin, j'essaie, tu vois, mais. Ouais, mais tu peux pas t'en vouloir, en fait, ton enfance, tu t'es construite avec des mauvaises bases. Enfin, voilà, c'est un fait. Donc, oui, mais c'est pas pour autant que ça doit rester comme ça. Non, mais tout le travail, du coup, va être beaucoup plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, non. T'es pas sortie de l'air. T'es pas sortie de l'air, ma fille. Non, mais dans le sens où, voilà, forcément, ça va être plus compliqué pour toi, ça va être plus long. Bah, tu vois, on en parlait même de voir des psys, voilà, t'as quand même eu des traumatismes qui ont été énormes. Donc forcément, pour changer tout ça, tu peux pas t'en vouloir de pas y arriver tout de suite maintenant, et c'est normal, tu vois, enfin je veux dire, vu ce que t'as vécu, ça ne peut pas s'arranger du jour au lendemain comme ça. Et désolée si je suis pessimiste, si je vois le verre à moitié vide, mais c'est un fait, tu vas avoir besoin de grandir, de comprendre, voilà, mais de voir des psys, d'en parler autour de toi, c'est tout un travail qui va prendre du temps, et tu peux pas t'en vouloir de ne pas être tout de suite comme tu voudrais être, c'est normal. Non, mais c'est ça, mais bon, là, après, je pense, en tout cas j'ai compris, mais je pense que ça, on est beaucoup dans le cas, hein, où on est vraiment très dur avec soi-même, pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que je laisse pas beaucoup d'espace, je laisse pas beaucoup, et la marge d'erreur elle est petite, quoi, tu vois, ça, et c'est vrai. Constance a pu le vivre anciennement au boulot, mais c'est juste qu'en fait faut que ça file droit, en fait, comme on l'a dit au début de la vidéo, faut que ça file droit, parce qu'il a fallu que ça file droit pendant toutes ces années, et donc faut que ça file droit à tous les niveaux, et quand ça file pas droit, j'ai beaucoup de mal à gérer
comment est-ce qu'il dit, lui La contrariété. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est normal, c'est parce que ton enfant, enfin, toi, je veux dire, mais toi, enfant, a dû se mettre des protections et a dû gérer les choses de cette façon, et du coup, tu t'es construit comme ça. Donc maintenant, de déconstruire ça, c'est compliqué. C'est normal, tu vois, enfin, c'était ton système de défense que tu gardes encore, forcément. Ouais, c'est ça, mais après, on est là, on travaille, on paye les psys parce que c'est cher en plus. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai une volonté d'apaiser. En tout cas, je sais que ce côté-là est apaisé parce que clairement, on en parle de façon ouverte et que je suis pas là en train de pleurer. Mais je veux vraiment en fait me dire, bon bah voilà, j'ai eu cette enfance-là, je l'ai pas choisie, mais ça ne définit plus, en tout cas, la personne que je suis. C'est bien de ça. Ouais, mais c'est pas facile. Bah, je me doute. C'est pas facile, mais voilà. Et parfois, il y a des vieux schémas ou des vieux traumas qui reviennent au galop. Et en fait, tu te dis, mais purée, genre, j'ai travaillé dessus pendant... Je pensais avoir vraiment... Parce que ça, c'est un truc que je veux te dire. C'est que, oui, forcément, du coup, j'ai eu des relations toxiques dans le passé. Où, du coup, après, je me suis dit, mais en fait, plus jamais... Tu vois, tu sors de là en te disant, maintenant, je suis armée parce que j'ai vécu. Et en fait, non, tu replonges avec les deux pieds et les deux mains complètement liés. L'erreur est humaine aussi. Enfin, tu vois, encore une fois, faut pas être trop dur avec Totalement. Mais c'est là où aussi tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'apprends pas? Pourquoi? Et en fait, c'est parce que c'est des choses... Ouais, mais c'est des choses... Ouais, mais non... Oui, mais c'est des choses qui sont un peu comme c'est tes schémas d'éducation, c'est inné en toi. Et parfois, en fait, il faut se dire, bon, bah, en fait, ok, comment est-ce que je vais pouvoir contourner ou alors accepter et cette fois-ci réagir de manière différente, tu vois? Et ça t'y arrive? Enfin, tu as l'impression que tu vois une évolution quand même là-dedans? Alors... je suis actuellement en relation de couple et c'est une relation en fait comme je vous ai dit là, tantôt j'ai vraiment donc cette tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et je suis très très fataliste aussi, très fataliste, donc en fait si ça va pas. C'est vrai. Et ouais. et ça c'est quelque chose que du coup j'aime beaucoup avec toi, avec Constance. C'est parce que pour le nombre de fois où on a déjà été boire des verres ou je lui ai déjà fait part de mes situations, il y a je lui parle et je dis bah non en fait ça va pas, voilà, il va falloir soit que je mette un terme, je parle pas de ma relation actuelle mais du passé. Et Constance qui me dit mais non, mais vois plutôt ça de tel œil, ou je suis pas vraiment d'accord avec toi, c'est plutôt un bon signe, ou bah, c'est quand même quelque chose de positif. Et en fait le fait d'en parler, bah, déjà ça tu réalises que en fait oui, il y a rien de grave, mais donc en fait tout ça pour dire que je me suis complètement égarée, j'ai perdu un peu le fil. Non, c'est pas grave. Mais la relation dans laquelle je suis, c'est clairement une relation où je me mets c'est pas que je me mets à rude épreuve, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est je combats en fait cette fatalité et ce truc de je vois les choses à moitié, le verre à moitié vide. Donc c'est à dire qu'il y a plein de fois où c'est déjà arrivé que je me prenne la tête avec mon compagnon et où je me suis dit bon bah en fait on n'est pas compatible. Ouais, c'est fini. On n'est pas compatible. Non. Et en fait, d'en parler avec lui et de lui dire bah en fait je me sens pas, je le sens pas, voilà. Et d'être face à quelqu'un qui me dit ok, qu'est-ce que ça va être alors quand on aura des vrais problèmes, parce qu'en fait là c'est pas grave ce qui se passe. Et donc en fait tu t'es dans une relation, enfin t'es dans une situation où tu te remets en question et tu te dis bon, qu'est-ce qui va pas, où est-ce que ça a déconné, pourquoi est-ce que j'ai vrillé, ok, ça, mais en fait c'est toutes des choses qui viennent, alors pas toujours, hein, mais qui viennent de trauma, qui viennent d'insécurité, qui viennent de voilà, et c'est là où tu te dis,
il y a un moment, il faut accepter, quoi. Il y a un moment, il faut accepter, mais je sais, il faut pas tout accepter. Oui, déjà, il faut pas tout accepter. Mais il y a aussi ce truc où je trouve que t'es... Enfin, si je peux me permettre, mais je trouve que t'es très dur avec toi-même. Et du coup, t'es assez dur aussi avec les autres. Ça veut dire que, comme tu dis, tu laisses pas la place à l'erreur. Et puis, combien de fois tu m'as parlé d'amitié ou d'ex ou de machin, en me disant il y a ça, c'est bon, c'est fini. Non, enfin tu vois, mais c'est aussi parce que t'es très dur avec toi-même. Toi, tu te dis ça à toi-même aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et alors, je sais pas combien il y a de personnes là, qui nous écoutent. Je sais pas non plus. Mais, je sais pas pour toi. Mais j'attends, et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris avec le temps. Mais moi, j'attends dans une relation que la personne se comporte comme moi je me comporte. Mais en fait, on est tous différents. Bah ouais. Et c'est là où je me suis pris des murs, et je me dis, mais purée, mais moi j'ai fait plein d'efforts. Alors qu'en fait, ça peut être un effort pour toi, mais ça peut être quelque chose de minime pour l'autre. Bah oui. Et c'est là où en fait la communication, elle est primordiale. C'est parce que c'est pas parce que toi tu vas te dire, eh ben en fait là j'ai libéré du temps pour pouvoir faire ça, pour que quand mon compagnon rentre, eh ben il ait rien à faire, ou qu'en fait ça soit prêt, ou que ceci ou que cela. Tu vois, pour toi, ça va être quelque chose de gros parce que t'auras mis le temps, t'auras mis l'énergie et t'auras eu des attentes. En fait, par rapport à ça, tu te seras dit oh, j'espère que ça va être vu, reconnu, apprécié. Et en fait, ça l'est pas. En fait, ça l'est, mais ça l'est pas au point que tu aurais espéré. Et donc, ça génère en toi de la frustration. Et donc, tu te dis et donc, tu vois, il y a un espèce de ressenti un peu négatif et tu te dis purée. Et donc, je sais pas, ça bouillonne en toi et puis. Et puis en fait, la personne en face va te dire non, mais j'apprécie fortement ce que tu fais là, mais d'une part, je te l'ai pas demandé, ou alors ceci, ou alors cela. Enfin, tu vois, c'est encore pire, t'es encore plus frustrée du coup. Mais du coup, tu te mets des espèces de barrières mentales, mais tout ça, ça vient de toi parce que il y a eu trop d'attentes. Il y a eu trop d'attentes, et c'est là où il faut. En tout cas, moi, de mon côté, c'est là où j'essaye d'apprendre à me détacher et à me dire ok, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire, parce que ça me fait plaisir de faire plaisir, mais il va falloir que j'arrête d'attendre en retour, parce que sa façon à lui de montrer son amour est différent. Et c'est là aussi, on a chacun, pardon, excusez-moi, de montrer nos façons de s'aimer de manière différente. Et surtout, entre les hommes et les femmes, nom de Dieu, on est tellement différents. Après, ça pour moi, c'est pas la toxicité, tu vois. C'est un autre sujet. C'est pas de la toxicité, mais tu vois, je trouve que ça a lieu d'être soulevé ici. C'est parce que moi, j'ai pu le prendre comme quelque chose de toxique à un moment donné, tu vois. Parce qu'encore une fois, toi, t'es dur avec toi-même, t'es dur avec les gens. Enfin, c'est horrible, je dépeins un portrait de toi, vraiment, c'est super dur. Non, mais tu vois, ouais, t'es dur avec toi-même, du coup, t'es dur avec les autres, et quand tu laisses cette petite part de sensibilité ou de, voilà, j'ai fait un truc pour toi, alors que c'est... Enfin, si, tu fais beaucoup de choses pour les gens, c'est pas ce que je veux dire, mais quand tu... Ah, pardon. Mais quand tu fais un effort ou quelque chose pour quelqu'un et que ça te fait vraiment super plaisir, t'attends que la personne elle te dise oh waouh merci beaucoup, c'est trop cool et tout, et parce que toi ça t'a fait plaisir de le faire et que tu t'es dit ok là, je vais vraiment entre guillemets mettre pas mon ego de côté parce que c'est pas ça, mais tu vois genre ouais. Mais en fait c'est parce que là, le fait que t'en parles, c'est parce que moi-même je me suis mis une pression à vouloir faire ça. Tu vois, c'est ça, tu veux faire des trucs bien comme il faut, enfin tu mais vois. je sais, mais c'est... Et du coup, les gens ils sont ah ok trop cool, et dans ta tête tu te dis comment ça trop cool, j'ai passé 1 heure à réfléchir à ce que je voulais faire. Mais vraiment, mais c'est un truc, ouais, c'est vraiment ça. Et c'est là où le travail est... Je suis occupée de travailler là-dessus, mais c'est là où voilà, il faut... Mais du coup... Ça vient en fait, ça vient de l'enfance, parce que encore une fois, en fait, quand j'étais gamine, il fallait que la chambre soit toujours rangée. Si je voulais aller voir des copines, il fallait passer l'aspirateur dans toute la maison. Il fallait que ce soit bien fait. S'il fallait manger, il fallait que le frigo soit rempli, et c'était à mes frais. Enfin, il y avait ce truc où j'avais pas, en fait, je pouvais pas, il y avait pas place à l'erreur. L'erreur n'avait pas sa place. Ouais, alors que t'étais une enfant. Alors que j'étais une enfant. Et donc, du coup, j'ai grandi forcément avec ça.
Et donc, mais l'erreur n'a toujours pas sa place. Et en fait, c'est pas vrai. L'erreur. Je repense au moment où j'ai formé Constance. Et en fait, il y a des moments où j'étais face mais c'est normal, quand on apprend, on fait des erreurs. Et même moi, j'en ai fait. Et donc, en fait, je n'avais zéro tolérance face aux erreurs qu'elle pouvait faire. Et c'est-à-dire que, en fait, et c'est de nouveau, on revient sur ce truc où je me disais, pendant que je te disais, ça va pas, je savais que le fait de te dire ça va pas, bah, c'était pas normal parce que t'apprenais, mais je ne pouvais pas m'empêcher de te dire non, là ça va pas. Ouais, après ça c'est enfin moi je l'ai pas mal vécu, tu vois, genre c'est normal, non. tu peux me former, enfin voilà. Mais voilà, ça source quoi. Ça... Ouais. Mais vous inquiétez pas, je suis pas un tyran non plus. J'ai l'impression que c'est comme ça que t'es la pire. Je suis loin d'être pas du tout, vraiment pas. On va faire un podcast sur un autre sujet pour que les gens voient que tu n'es pas. Ouais. Mais ok, du coup, t'as eu aussi beaucoup de. Enfin, encore une fois, tu t'en parles si t'as envie d'en parler, mais t'as eu aussi beaucoup de relations amoureuses assez toxiques. Est-ce que tu penses ça, du coup, en fait, oui, ça a un lien, mais... Beaucoup, alors... Enfin, oui, j'avoue, je dis beaucoup, j'abuse un peu. Mais... c'est juste que, du coup, il y avait une question aussi dans tes questions qui disait, est-ce que tu as vu une évolution au sein de tes relations en termes de toxicité ? Exactement. Et oui, c'est-à-dire que moi, mes premières relations, j'étais vraiment... Donc, en fait, parce que j'avais un manque de confiance en moi, mais... vraiment très présent, une très faible estime de moi, il fallait que j'aille, donc ça c'était vraiment jeune relation, hein. On parle de 15 ans, 18 ans, tout ça, il fallait que j'aille rechercher constamment la validation auprès des autres, et donc des autres garçons. Et donc, j'entretenais des relations, alors que j'aimais au plus profond de moi, et là je pense à un ex en particulier, mais j'aimais au plus profond de moi cette personne, mais c'était plus fort que moi parce que j'avais grandi, si tu veux, dans cet espace où on m'avait pas donné le nécessaire pour avoir confiance en moi. Il fallait que j'aille à tout prix valider ça auprès des autres. Ah, du coup là c'était toi qui étais toxique envers le mec? C'est ça. Parce que moi je le voyais plutôt... C'est ça, non, okay. Au début c'était moi qui étais clairement toxique. Donc il y a clairement eu de la tromperie, tout ça. Je vois de qui tu parles. Et mais en fait bah, c'était pas anormal. C'est-à-dire que je ne conscientisais pas ce que je faisais. J'étais juste dans j'ai mon amoureux, j'ai mon copain, et ce besoin d'être validé, voilà, à côté. Et c'était comme si c'était deux choses complètement différentes, quoi. C'est-à-dire que mon amour pour mon copain de l'époque était sincère, mais ce besoin était plus que présent. Et donc il fallait gérer les deux, et j'avais complètement compartimenté ces deux aspects-là. Et donc à ce moment-là, pas du tout consciente que je suis moi-même en train d'alimenter une toxicité dans ma relation. Ouais. Ensuite, on grandit, on évolue, il y a des ruptures qui se font, et puis du temps en célibat, etc. Et donc du temps pour... apprendre à se connaître un peu mieux soi-même. Oui, puis après l'adolescence aussi. Tu vois, l'adolescence, voilà, c'est ça. Le jeune adulte aussi, les rencontres, tout ça. Et puis un jour, je tombe sur cette personne, sur un autre garçon. Et là, je me dis, donc après une longue période de célibat où je me dis, je sais qui je suis à l'heure actuelle. C'est bon, je repars sur de bonnes bases. Il est arrivé au bon moment. Parce que du coup, entre-temps, j'avais conscientisé que ce que j'avais fait dans mes relations précédentes, c'était pas normal. Et que ça venait en fait d'un besoin de réassurance, etc. Et que je m'étais dit, en fait, plus jamais je veux je veux plus reproduire ça. Et donc c'était acté dans ma tête, et je me suis dit maintenant la prochaine relation que je vais entamer, ce sera une relation basée sur des bases saines. Et donc forcément la relation qui arrive, tu dis bam, c'est celle-là, c'est la bonne. Ça c'est bon. Celui-là c'est le bon parce que je l'ai décidé. Alors que t'as quoi, 17 ans à ce moment-là j'étais quand même déjà plus âgée. Ouais. C'était période Covid.
Ah oui, Donc, ok. Ah oui, ok. Ouais, donc tu vois. Donc là, à ce moment-là, je me dis, voilà, il arrive, tout ça. C'est vraiment début en trombe, tout feu, tout flamme. Je m'investis beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de ceci, beaucoup, beaucoup de déclarations. Et tu te dis, waouh, j'ai décroché le gros lot. Mon Dieu. Maintenant, quand tu y penses, tu te dis, oh, pas du tout. Oula. Et en fait, t'es prise dans un espèce de d'amas. Enfin, en fait, tu t'es prise dans quelque chose où tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu veux, mais parce que tu t'es dit, celle-là, ça sera la bonne. Ah, ok. Tu Enfin, pas tu te forces, mais tu te dis, bon, il faut que je fasse tout pour. Il faut que je fasse tout pour. Ouais, ok. Il faut que je vais accepter certaines choses qui n'ont pas du tout lieu d'être acceptées. C'est là où... À cette époque-là, j'ai même quitté la Belgique. Donc j'avais quitté Bruxelles, mes amis, mon appart, j'avais tout quitté. Pour m'installer avec lui là, ailleurs, en Europe. Et en fait, du coup, t'es complètement à sa merci, quoi. T'es complètement à sa merci. Tu vis dans sa famille à lui, dans sa maison à lui. Ah, t'étais dans sa famille ? Ouais. Ok, je pensais que vous avez pris un appart. Non, en fait, on était dans la maison familiale. Ok. Et puis ça commence, tu vois, des petites remarques. Mais genre, au début, ça va crescendo, tu vois. Au début, tu te dis, ouf, j'ai pas apprécié, mais... Genre, j'ai un exemple qui me vient en tête. On était en voiture le long de la mer. Et en fait, c'est un jour où il y avait du vent. Et là, on passe devant une nana avec une robe rouge. Une robe un peu courte, mais ça va. Enfin, c'était pas... Voilà. Et en fait, on passe à côté, il ralentit et il me dit ouf, là, j'aurais bien kiffé qu'il y ait un petit coup de vent pour voir sa petite paire de fesses, tu vois. Ah, devant toi ? Ouais, et genre... Quelle horreur ! Toi, t'es là et tu te dis quoi ? Est-ce qu'il vient de dire ça ou j'ai rêvé ? Ouais. Et genre, je me sens, je lui dis, mais t'as dit quoi ? Elle me dit, bah ouais, genre, petite paire de fesses, là, j'imagine qu'elle va être bien bombée, bien machin. Et genre, et tu te dis, mais... Et en fait, sur le moment, t'acceptes pas trop, mais d'un autre côté, tu laisses un peu la chose se faire, et puis... Mais vous vous engueulez quand même ? Il y a quand même un truc qui se passe après ou... Ouais, non, il y avait... Si, toi, ça a dû te rester dans ah, bah, la tête, clairement resté dans la tête, ouais. Tu m'étonnes. Mais en fait, en tout cas, je sais que ça... Si je devais avoir un élément déclencheur à partir de quand il y a eu, on va dire, des dérapages... Parce qu'au début, c'est... Désolée, je me disperse beaucoup. T'inquiète. Mais parce qu'il y a une question aussi où tu dis, est-ce qu'il y a un trait toxique que tu peux d'ores et déjà repérer dans les relations ? C'est pour moi, alors c'est compliqué parce que je pense qu'on l'a tous en début de relation, mais pour moi le love bombing, c'est clairement quelque chose à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que cette personne en question... Donc, tu peux expliquer ce que c'est après ? Le love bombing, alors avec mes mots, c'est vraiment une explosion d'amour, mais à outrance. Hein. C'est-à-dire que très rapidement, c'est des déclarations de « t'es la femme de ma vie, je veux passer ma vie avec toi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi auparavant ». T'es celle qui me manquait. Enfin, c'est des choses, c'est beaucoup de... Au début, je me souviens, il m'appelait, il me demandait où est-ce que j'étais, il débarquait avec des fleurs, des fruits frais, de la menthe fraîche, enfin genre... Des trucs où j'étais là, j'ai pas du tout demandé tout ça, mais forcément, sur le moment, tu te dis... Bah, tu ne peux que apprécier. Ouais, c'est ça, tu te dis, waouh, elle est trop stylée. Et donc, en fait, c'est aussi un espèce de... C'est une situation où, du coup, tu vas, malgré toi... t'habituer à un certain standing, tu vois, un certain niveau de déclaration d'amour, en fait. De démonstration d'amour. De démonstration, voilà, c'est ça. Forme. Tu t'habitues à un certain niveau de démonstration et tu te dis, waouh. Et c'est pour ça que forcément, tu te dis aussi, je suis tombée sur le bon, c'est trop bien. Il me montre plein d'amour. Il me montre plein d'amour. Mais en fait, c'est pas... Alors, et c'est là où je dis que c'est à prendre avec des pincettes, parce que forcément, en début de relation,
il y a toujours un petit peu cette explosion, il y a toujours un petit peu ce truc où tout est beau, tout est rose, c'est un petit nuage, c'est confortable, quand on se sent très bien, on a très vite envie de dire je t'aime, on a très vite envie d'être vraiment là, tu vois. Et d'un autre côté, ça c'est normal, mais il y a ce côté un peu malsain. Il y a un degré, quoi. Voilà, il y a un côté un peu malsain de love bombing, et là on était clairement dedans, mais moi en fait ça m'était jamais arrivé au début. Donc sur le moment, tu prends et tu te dis la vie est trop belle, quoi. Et puis en fait petit à petit, voilà, petit à petit ça se dégrade, ça disparaît pour en fait donner place à des reproches, des remarques déplacées comme j'ai pu le dire, des insultes même, j'avais à l'époque quitté donc Bruxelles, j'étais en études à l'UNIF, et en fait c'était comme c'était le Covid, c'était les cours en ligne, et en fait moi les cours en ligne c'est vraiment pas pour moi. J'ai besoin de réel, moi derrière un écran, soit je m'endors, soit c'est pour moi l'opportunité de faire quelque chose d'autre. Ouais, donc, c'est clair, et comme beaucoup de gens, je pense, voilà. pendant le Covid. Et donc en fait, j'avais loupé pas mal d'examens, etc. Et donc en fait, à l'époque, je me souviens, il me disait mais écoute, viens avec moi, rejoins-moi, de toute façon, ton examen il est loupé, autant faire d'une pierre deux coups, profiter un petit peu de tout ça. Et donc je m'étais dit en fait il a raison, tu vois. Et donc je me retrouve du coup là-bas avec lui, et très peu de temps après c'était de toute façon t'es qu'un sac à merde, t'as pas ton diplôme, etc. Enfin tu vois, c'est des retournements de situation où tu te dis mais en fait t'as participé aussi, enfin t'as encouragé ce sac à merde, tu vois. C'est horrible de dire ça, c'est de la manipulation. Et tu vois, purement quoi, c'est la définition du mec toxique ce que t'es en train de dire. Mais clairement, pour le coup, en fait, c'est une personne qui, à l'heure actuelle, je regrette vraiment pas qu'elle ne soit plus dans ma vie. Mais tu m'étonnes. Il a l'air charmant, lui. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça. C'est Diego. C'est un kiné. Coucou Diego. C'est un kiné qui travaille à la salle de sport avec si les gens ont besoin de voilà, Diego est là. Mais du coup tout ça pour dire, ça m'a perturbée, je ne sais plus quoi. Oui, c'est une personne qui pour qui j'ai beaucoup donné parce que je m'étais dit c'est le bon. Et très rapidement en fait, et là on revient à ce qu'on a dit au début du live, j'ai vu les relations qu'il avait avec ses parents et en particulier avec son père. Ah ouais, ok. J'ai compris. Ouais. C'est-à-dire que son père, la table était toujours mise pour son père. Son père n'était jamais là. Quand il était là, il fallait que tout le monde soit tiré à quatre épingles. Fallait pas moufter. Une fois, la pauvre, la maman avait remis le plat au four parce qu'il fallait réchauffer parce que le papa était arrivé 1h30 en retard. Et en fait, c'était brûlé en voulant reprendre le plat. Ah ouais. Et en fait, le mec, le papa lui a dit tu vois, il y avait une espèce d'agacement constant. Laisse-moi faire, mais pourquoi tu fais ça, etc. Et en fait, tu vois, et tu voyais que les enfants ne disaient rien parce qu'il fallait pas lever, il fallait pas bouger, quoi. Mais du coup, question, est-ce que c'est pas, comment dire, est-ce que pour toi c'est pas pire? Parce que du coup, quand tu vois que la famille est comme ça, du coup t'as tendance à être un peu attendri et à te dire ok, mais je comprends pourquoi il est comme ça, et du coup à beaucoup plus pardonner aussi. À mort. Et je me souviens, j'avais une relation comme ça avec sa maman. Je m'entendais super bien, et d'ailleurs c'est une femme pour qui j'ai encore beaucoup d'affection, même si je lui parle plus à l'heure actuelle. Et j'avais beaucoup d'empathie pour elle, mais vraiment parce que c'était une personne à qui, c'était un ange, quoi, un ange tombé du ciel. Elle acceptait beaucoup de choses. Et du coup, un jour, je lui avais fait part, je me souviens, d'un mécontentement que j'avais pu avoir à l'égard de son fils. Okay. Et elle m'avait dit t'inquiète pas, avec le temps on s'y fait, ou un truc du style, tu vois, et je m'étais dit en fait elle espère que... Mais c'était un gros truc, c'était quoi, tu lui avais parlé de quoi, est-ce que c'était quelque chose de... C'était une petite embrouille, quelque chose d'un peu lambda, ou c'était quand même un truc assez grave?
Non, alors Enfin, assez toxique. C'est pas la chose à laquelle tu penses. Non, ça non. Je pense que- Mais non, je pense qu'elle avait pu voir, en fait, je pense qu'elle avait été témoin d'une situation où clairement il y avait eu une espèce, pas d'injustice, mais voilà, il y avait eu on va dire, un comportement non expliqué, non justifiable, ouais. voilà, de la part de son fils. Et en fait, moi, j'avais dit, je m'étais exprimée parce que j'avais pas envie de me laisser faire. Et elle était venue vers moi en me disant, écoute, ma chérie, t'inquiète pas, ça passera, on s'y fait, c'est des hommes. L'air de dire, tu vas accepter, quoi. Tu vas garder pour toi, ma fille. Et tu vois, elle était très enthousiaste. Ah, tu vas venir nous rejoindre là-bas, on va monter un business ensemble là-bas et tout, ça va être top de travailler ensemble. Je sentais que j'étais un petit peu sa bouée de sauvetage, carrément, tu vois. parce qu'elle s'est dit, j'ai une famille un peu toxique et un peu... Enfin, voilà, je dis pas ça comme ça, mais là, j'en parle vulgairement, mais... Et je trouve quelqu'un qui ne l'est pas et qui est un peu comme moi et qui accepte ça, et du coup, ça va être ma... Ouais, et ça, je l'ai vraiment senti. Mais allié, et donc, c'est là où ça a été très, très compliqué parce que, bon, forcément, il y a eu des on et des off. Et en fait, à chaque fois que j'étais en off, j'étais encore en on avec sa maman et on continuait à se parler. Et il y avait beaucoup d'amour entre elle et moi. Enfin, c'était... Parce que moi, j'avais cette empathie vis-à-vis d'elle où je me disais, bah, j'ai pas envie de la laisser tomber, en fait. Ce qu'elle vit, c'est trop dur. Et d'un autre côté, c'est pas ma famille, c'est pas mon problème, quoi. Et bon, bah, avec le temps, le fait de se remettre et de se détacher, de se remettre, de se détacher, au moment, en fait, tu dis, en fait, non, je veux plus de ça, quoi. C'est pas ce que je veux. Donc, voilà. Ok, mais du coup, en fait, on a répondu un peu à toutes mes questions. Mais c'est bien, c'est pas grave. Non, mais du coup, en gros, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des... Est-ce que maintenant, t'es assez... Comment dire, est-ce qu'il y a des comportements, quand tu les vois, ou quand des gens ont des comportements comme ça avec toi, est-ce que tu dis, ok, ça c'est fini, pour moi ça c'est un comportement toxique, je mets de côté, j'arrête. Est-ce que maintenant tu perçois des comportements toxiques en disant, ok, bon, ça c'est mort, je mets de côté, ou est-ce que dès qu'il y a un comportement toxique et tu te poses une question en disant, ça c'est quand même bizarre, parce qu'après on a tous une part de toxicité, enfin tu vois, on peut avoir chacun en amitié, en amour, peu importe, enfin on n'est pas parfait. Est-ce que justement maintenant t'essaies de le comprendre? Est-ce que t'as un peu le syndrome aussi de la sauveuse? Tu vois ce que je veux dire? Mort. Pour la petite anecdote, j'ai littéralement accueilli un SDF à la maison, donc... non, mais c'est comme ça, mais... Ouais, je me trouve méchante de dire ça. Non, ça n'était pas... J'ai ma dernière relation en date, juste avant, là, j'ai... En fait, parce que, voilà... syndrome de la sauveuse, la nana qui veut croire aux relations un peu... je sais pas, moi, je comprends pas. Je sais même pas pourquoi j'ai alimenté ce truc-là, mais bon, soit... qui sort du lot un petit peu... oui, voilà, un peu folle, quoi. Un peu folle. Et en fait, j'ai rencontré ce gars qui était à la boxe avec moi. Et en fait... la façon dont t'en parles. Oh là là. Et en fait, cette personne s'est avérée... en fait, voilà, il avait pas de domicile. Il dormait dans la cave de son atelier. Et moi, en fait, je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et il m'avait dit, ouais, mais je m'en vais, je vais partir en voyage d'ici un mois. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, bah, autant lier l'utile à l'agréable. Si tu veux, tu peux venir chez moi. Et en fait, un mois, ça s'est transformé en 6 mois. Je suis retombée sur un message. En fait, ça a duré 6 mois. J'ai l'impression que ça a été plus long que ça, même, moi. Ah, pour moi, mon cerveau, il a cuté le truc. Pour moi, ça a duré 3 mois, quoi. Ah ouais? Ah non. Ah ouais. Enfin, juste ça. Et en fait, non, ça a duré 6 mois. Et en fait, la personne vivait clairement chez moi. C'est une personne, en plus de ça, qui avait un passé dans la drogue, mais je vous raconte même pas. La ville de Bruxelles, c'est comme sa poche. S'il faut trouver des drogues à n'importe quelle heure de la nuit, il sait où est-ce qu'il faut aller. Les fréquentations, dès qu'on allait dans le centre de la ville, on s'arrêtait tous les 200 mètres pour faire la bise à quelqu'un. Déjà, enfin... Alors, est-ce qu'on peut qualifier ça de red flag? J'en sais rien. Pas forcément. Ton passé, quel qu'il soit, peut être... Non, mais tu vois... Il y a Diego qui dit « J'ai pas vu cet épisode de Narcos. » Non, tu l'as pas vu. Non. Non, mais surtout que c'était quelqu'un de... Au-delà de ça, c'était quelqu'un de
perdu, quoi. Enfin... Voilà, c'était quelqu'un de perdu. Et en fait, du coup, je m'étais vraiment dit, bah, tu sais quoi, je vais être l'opportunité qu'il n'a pas eue dans le passé pour avoir, on va dire, un nouveau départ, quelque chose de neuf et des bases stables, quoi. Et pas parce que le gars était en vadrouille tout le temps chez des potes, des ceci, des cela. Et je lui ai dit, bon, bah voilà, entre-temps, une relation s'est mise en place et on s'était mis d'accord. Je lui ai dit, bah par contre, si tu restes chez moi, bah en fait, tu vas devoir payer la moitié du loyer parce que je veux bien être sauveuse, mais. Mais bon, quand même, avec des limites. Quand même, hein, l'inflation, bonjour, on vit à Bruxelles, ça coûte cher. Et donc, je lui ai dit, voilà, il faut que tu trouves un boulot. Déjà, à l'époque, il me disait, non, mais moi, je vais faire un prêt à la banque, comme ça, je vais pouvoir payer mon loyer sur plusieurs mois et je vais pouvoir me consacrer. Quoi ? Un prêt, enfin, quand t'as un prêt, c'est que t'as une. C'est que tu vas acheter quelque chose, tu vois. Oui, mais surtout que. Enfin, comment dire, que tu sais comment tu vas le rembourser dans quelques années. Enfin, t'as une stratégie. C'est une stratégie, le mec. C'est ça. Vivez au jour le jour, quoi. Exactement. Et je sais pas, je savais que c'était bancal, mais je me disais, mais non, ça va le faire. C'était un gentil. C'était un gentil, oui et non, parce que, bah, il a. Oui, non, mais oui, j'avoue, en fait. En fait, c'était pas un méchant. C'était pas un méchant, mais il était tellement perdu que il savait pas gérer. Et quand il savait pas gérer, bah, ça tombait dans la drogue. Et quand ça tombait dans la drogue, ça finissait par être violent. Et il y a eu la fois de trop. Et en fait, là, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute mon ami, c'est bien gentil, mais ici, on est chez moi. Tu as déjà saccagé. Parce qu'il y avait ça aussi. Il y avait le fait que je l'accueille chez moi. Et à côté de ça, dès qu'il était du coup dans un moment où il était perdu et qu'il avait pris des substances et qu'il était complètement à l'ouest, il devenait violent. Et donc il avait dégradé des meubles chez moi, il y avait eu un trou dans un mur. Il s'en foutait des gens qui vivaient au-dessus ou en dessous, il criait. Et je lui disais, mais mon Dieu, mais... C'est vrai qu'il avait pas de gêne, quoi. À quel moment tu te permets de faire ça comme ça, alors que, enfin, je sais pas, genre... T'es chez quelqu'un, je sais pas. Autant chez toi, tu fais ce que tu veux, mais... C'est ça. Et voilà, et puis il y a eu la fois de trop où, voilà... c'est pas sur un meuble qu'il a levé la main, mais c'est sur moi. Et je lui ai dit, écoute mon ami, tu prends tes clics et tes claques et maintenant tu t'en vas, quoi. T'avais la chance, t'avais une opportunité. Alors je dis pas, hein, c'était pas... Je pense que je lui donnais l'opportunité, mais comme Constance l'a dit et comme j'en ai conscience, j'étais très 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 dure avec lui aussi. C'est-à-dire que je laissais pas la place à... les affaires par terre, les machins, les ceci, les cela. Mais c'est parce que là, pour le coup, t'es dur avec toi, de dire que t'étais dur avec lui. T'étais chez toi, t'as tes règles, c'est normal. Le mec vient habiter chez toi, il a pas payé pendant longtemps, il a payé, je sais plus, il a même payé à un moment donné, un petit peu. Si, il a payé, okay. Ouais. Mais c'est normal qu'il y ait tes règles et que tu poses tes limites, enfin, tu vois. Ouais. C'est totalement logique. Après, forcément, t'as des défauts aussi, voilà, mais tout n'est pas toujours 100% de la faute de quelqu'un, mais lui, c'était quand même un sacré, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Donc ouais, j'ai clairement en fait, c'est syndrome de la... Oui, on appelle ça syndrome de la sauveuse, mais c'est juste... En fait, que c'est comme on en parlait là tantôt, tu vois, j'ai envie de faire des choses, et comme on parlait de ton podcast, j'ai envie de faire des choses aux gens comme j'aimerais qu'on les fasse pour moi. Mais je comprends, moi je suis comme ça aussi. Tu vois, ce truc de se dire, je vais le faire parce que au plus profond de moi ça me fait plaisir, mais parce que au plus profond de moi aussi, j'espère qu'un jour, si ça m'arrive, mais moi, je suis comme ça aussi, qu'on fasse la même chose pour moi. Mais en fait, c'est un peu égoïste, mais c'est pareil, j'ai mis du temps à le comprendre. Ouais. Mais comme tu dis, au fond du fond, ça te fait plaisir de le faire pour quelqu'un, mais au fond du fond, c'est que parce que t'aimerais bien que qu'une personne le fasse aussi pour toi à un moment donné. C'est ça. Et du coup, il y a un peu une part d'égoïsme, tu vois. Mais je suis comme ça aussi, à fond. Mais je sais même pas si c'est vraiment de l'égoïsme, tu vois. Maintenant, je le perçois comme ça. Après, je sais pas, mais je le perçois un peu comme ça. Mais donc voilà, je sais pas c'est quoi la question. Je sais plus. Non, oui, après il y a aussi ce truc de... Bon, lui c'est vrai que c'était un sacré personnage, on va dire, mais est-ce que du coup parfois, parce que pour le coup quand on parlait de lui justement, est-ce que parfois tu te sens un peu isolé de ton entourage parce que tu te dis ok, j'ai l'impression que personne ne comprend mes relations parce que je sais qu'elles sont toxiques. Là typiquement ce mec là, bon nous on en avait beaucoup parlé parce qu'à ce moment-là on travaillait ensemble et tout machin. Moi je savais qu'il y avait des trucs qui étaient quand même chelous, enfin je ne savais pas tout mais voilà, donc je te le disais, mais
Enfin, est-ce que parfois tu te sens... Enfin, comment dire? Désolée, je bégaye. Ouais, je pense que je vois ce Est-ce que que tu tu te dis. sens incomprise parfois? Tu te sens seule en te disant merde, il y a personne qui comprend les relations que j'ai. Je sais que c'est des relations toxiques, j'essaye de m'en défaire. Personne ne comprend. J'ai des potes qui me disent mais pourquoi tu restes avec cette personne? T'es folle et. Alors, ça t'isole quoi, d'avoir des relations toxiques. Celle que j'ai eue, donc la relation toxique pour laquelle j'avais quitté la Belgique, là clairement isolée au plus, déjà vraiment isolée parce que du coup j'avais plus personne, j'étais plus en Belgique. Ouais. Donc, et en fait j'avais cette honte où je me disais, tu vois ce que je partageais sur les réseaux d'ailleurs et ce que je vivais, il y avait un gap énorme. Ah, parce que sur les réseaux, c'était la belle vie. Je me montrais des photos où on était à la plage, je mettais des photos de lui où je mettais genre my love, genre voilà, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, et alors qu'en fait, derrière, je subissais mentalement et je me disais, je savais que ce que je vivais n'était pas bien, mais en fait, mon corps était présent, mais mon mental ne l'était. Enfin, non, c'est différent. Mon mental est. Bref, vous voyez ce que je veux dire? J'étais complètement dissociée. Donc. Oui, c'est ça. Mais donc à ce moment-là, je me suis sentie isolée, mais surtout géographiquement parlant. Ouais. En fait, sinon, de manière générale, je trouve qu'on est dans une époque où en fait, déjà, ça bombarde partout sur les réseaux par rapport au pervers narcissique, par rapport à la dépendance affective, parce que je considère que moi, je suis clairement une personne atteinte de dépendance affective. C'est quoi la dépendance affective? C'est qu'en fait, tes humeurs dépendent de l'humeur de ton compagnon, et en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler parce que tu peux pas être dépendante de l'humeur de ton compagnon, tu vois. C'est pas parce que si ton compagnon est heureux, tu vas être heureux, si ton compagnon est pas heureux, ça peut jouer forcément quand t'aimes quelqu'un, voilà, mais ça c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément en ce moment même, mais donc à l'heure actuelle, par exemple par rapport à ma relation précédente, je me suis pas sentie isolée. C'est parce que moi, je fais partie aussi de ces gens qui parlent beaucoup. J'ai un besoin de communiquer très rapidement. J'exprime assez facilement mes soucis, les problématiques, parce qu'en fait, j'ai besoin d'avis extérieurs, j'ai besoin de comprendre la situation de toutes les façons possibles qu'elle soit. Et donc, du coup, en agissant de la sorte, je me sens pas vraiment isolée. Mais après, c'est vrai que est-ce que ça peut être de l'isolement? Mais je me suis déjà dit... Personne ne me comprend? Non, ça n'arrive qu'à moi. Ah oui, ouais, ok, ouais, non, mais ça, oui. Tu vois, tu vois, je t'avais dit, est-ce que c'est normal de commencer une relation comme ça? Non, mais ça, c'est très ça. Moi, je te disais, pourquoi pas? Écoute, il n'y a pas de règle. Elle me disait, il n'y a pas de règle pour commencer une relation. Mais c'est vrai, il n'y a pas de règle, mais ouais, c'est vrai, il n'y a pas de règle. Ça aurait pu marcher. Sachez que cette personne, je l'ai rencontrée le jour de mon anniversaire, ok? Le lendemain, elle emménageait chez moi. Donc voilà, c'est vrai que dit comme ça paraît fou. Oui, ça paraît vraiment fou. Mais donc, oui, donc dans l'isolement, non, parce que voilà, j'ai la chance d'avoir des amis géniales et le besoin de communiquer, mais plutôt l'isolement alors dans le... Est-ce que je suis la seule à vivre ce genre de choses, tu vois? C'est pour ça que c'est bien aussi peut-être d'en parler, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent, et des gens peut-être qui savent, enfin, qui veulent moins l'exprimer que toi, et qui savent pas trop le faire, et du coup c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir en discuter avec des gens qui l'ont vécu. Après, chaque histoire est différente, enfin, tu pourras jamais avoir quelqu'un qui a vécu exactement la même chose, mais je pense que ça serait intéressant de discuter avec des gens, tu vois, qui ont les mêmes schémas un peu que toi, tu vois. Et alors, ça c'est un truc sur lequel je voulais rebondir, parce que comme je suis quelqu'un qui communique beaucoup, j'ai remarqué que j'avais une tendance dans la lignée de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. J'ai cette tendance aussi, et ça j'ai remarqué, à dépeindre, alors je pense que c'est humain, on le fait tous, mais je sais que je le fais beaucoup, à dépeindre, à expliquer les choses quand elles ne vont pas. Et en fait, j'ai remarqué que lorsque j'expliquais les choses qui n'allaient pas dans mes relations, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses, à me mettre dans cette position de victime. Tu vois, genre, je suis là et je te dis à toi ou comme à d'autres copines,
ouais, donc à ce moment-là, il m'a dit ça, et moi j'ai ressenti ça, et donc du coup, tu vois, et en fait, c'est presque quand et franchement, je me mets à nu, hein, là, aujourd'hui, mais c'est, j'attends un peu un peu comme, tu sais, cette approbation, ce truc de mes copines qui me disent, mais quoi, il t'a vraiment dit ça? Non, mais meuf. Ah ouais, t'as l'impression que. Ok, j'ai jamais senti ça, moi. Mais moi, au spécialement plus avec toi. profond de moi, Ok. après avoir analysé, alors j'analyse peut-être un peu trop, mais après Non. avoir essayé de, tu vois, Ouais, d'avoir réfléchi, d'avoir été un peu réfléchi, objectif. je me dis, parce que j'ai remarqué que quand les choses vont bien, c'est presque comme si, pas j'avais honte, mais j'en parle pas. Ou alors j'attends, et aujourd'hui au boulot, enfin, quand on me pose la question de si ça va, je vais dire oui ça va, Mais mais ça, je je vais pense pas que- m'étaler. Ça, je pense que même c'est normal. Je pense qu'on le fait tous. Je pense que quand tu vas bien, enfin, même par exemple en couple, quand ça va bien avec ton mec, t'appelles pas ta copine pour dire ça va super bien, on a fait ci, on a fait ça et tout, tu vois. Alors que quand ça va pas et qu'il y a un problème, bah là tu prends ton téléphone, tu dis non, ça va pas, il y a ci, il y a ça. Enfin, je prends l'exemple d'un copain, mais ça peut être autre chose. Euh, je pense que c'est humain, on le fait tous. On parle pas quand ça va, tu vois. Non, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison, mais je trouve hein, que j'ai trop facilement tendance à me plaindre, quoi. Ok, mais j'avais pas forcément remarqué ça chez toi, enfin, quand tu parlais de tes relations, j'ai pas eu l'impression. Non. Non. Que tu disais. Ouf. enfin, Finalement, c'est que ça va. Ok. Et après, enfin, on peut finir un peu là-dessus, mais à part si t'as vraiment quelque chose à dire en plus, s'il y a quelque chose sur lequel tu veux parler en particulier. Donc, je voulais savoir si. Enfin, qu'est-ce que tu peux dire à des gens, tu vois, justement, qui sont dans des situations qui ont été ou qui sont dans des situations un peu comme toi, de schéma toxique. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que du coup, toi, tu peux dire aux gens, bah écoutez, restez proches dans ces moments-là, par exemple, beaucoup à votre famille, à vos amis, pour. Ah ouais. Enfin, tu vois, est-ce que tu as des conseils en gros? Bah, en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, quand tu es vraiment dans un schéma toxique, dans une relation toxique, en général, tu es vraiment. Tu arrives à un stade où presque en parler ne sert à rien. Mm. Alors, oui et non. Mm. Mais, vous voyez, je suis sûre que. On a tous été dans ce cas-là et on connaît tous quelqu'un qui est dans le cas d'une relation toxique où la personne raconte son histoire et elle dit j'en peux plus, je vais mettre un terme, etc. Et puis en fait elle remet le couvert et puis après elle revient, je vais mettre un terme et puis après elle remet le couvert, Je pense etc. qu'on l'a- etc. Mais tous on l'a fait. vécu et on connaît des gens qui sont dedans. Et en fait, la chose avec les relations toxiques, c'est que tant qu'il n'y a pas pour moi, hein, tant qu'il n'y a pas un espèce de déclic qui vient de toi, De toi. ou alors malgré toi, parce que Mm. bah, moi, ma relation toxique, là, où j'ai quitté le pays, c'était lui, en fait, qui a mis un terme, et mon déclic est venu bien par après. Mm. Mais tant qu'il n'y a Mais pas t'en un as pour un déclic, moment. ou alors un élément déclencheur, Déclencheur. c'est super compliqué. Bah ouais, parce que t'es dans cette spirale toute T'es seule. dans et une du coup, spirale, quoi. Et donc, du coup, le souci avec ça, c'est que moi, si j'ai bien un conseil, c'est en fait, il faut en parler. Il faut en parler un maximum. Mm. Quand bien même, sur le moment, tu te sens honteuse, quand bien même tu te dis, j'accepte des choses que j'ai pas vraiment envie d'accepter, mais j'ai pas envie que les gens le sachent parce que j'ai pas envie que leur image de moi Après, si change. c'est en parler à tes amis, normalement, t'es censé pas être jugé, tu vois. Enfin, Ouais, encore mais une fois, enfin, il y a, c'est mon avis, mais- ouais, t'es censé ne pas Et être je comprends que jugé, tu peux avoir mais- honte parfois de certaines choses. Mais parfois, tu vois, tu as ce truc aussi où tu dis, j'ai cette image, tu vois, j'ai cette image auprès de mes amis, je sais qu'elles me jugeront pas, mais en fait, moi, envers moi-même, j'ai pas forcément envie de rompre l'image que je donne à mes amis. Tu vois ce Ok, que je veux dire? ouais, ok. Et donc, comprends. du coup, malgré le fait que tu sais que tu vas pas être jugé, t'as aussi envie de garder l'image que tu te donnes auprès de tes amis, Ouais, ta ouais. famille, etc. Et donc, il y a aussi ce truc où tu te dis, est-ce que je vais accepter, en fait, est-ce que je vais parvenir à mettre mon ego de côté au point de me mettre vraiment à nu en disant, Mm. en fait, là, je ne gère plus ce qui se passe dans ma vie. Émotionnellement, je suis perdue, je n'y arrive plus, mais je vois pas l'issue. Mais voilà. Parce qu'en fait, tu sais que tu vas avoir des amis qui vont te dire, ce que tu vis là, c'est pas normal, Mm. va-t'en. Moi, la première. Voilà, fuis. Mais
encore une fois, il y a un gap entre ce qu'on va te dire et puis ce qui va se passer, ce que tu ressens, ce que tu vas vivre, etc. Tu vois. Et donc, et c'est là aussi où parfois en parler c'est compliqué parce que du coup, parfois tu as juste envie que quelqu'un te dise en fait, ouais, je te comprends. Et puis c'est tout. Enfin, tu vois, il y a oui, juste une oreille, quoi. Enfin, ouais, voilà, une oreille et en même temps. Ou alors, limite qu'on te donne la solution miracle, tu vois. Ouais, mais par contre, oublie parce que ça, c'est pas possible, mais. Mais parfois de parler juste et se sentir juste écouté et sans jugement, je comprends un peu ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, ça fait juste du bien. T'as juste envie c'est ça. Voilà, d'avoir une bonne oreille. C'est vraiment ça. Et aussi, parfois, ça demande le temps d'être prêt parce que. En fait, être prêt à parler de ce que tu vis, c'est compliqué, quoi. Il y a parfois, c'est comme par rapport à l'histoire de ma jeunesse, de mon enfance, tout ça. Je te le répète, mais vraiment, il y a eu vraiment tout un gap de ma vie où tu me prononçais le mot parent, mais j'étais en chiale, quoi. C'était pas possible, c'était vraiment pas possible. La douleur était vraiment trop présente. Et je pense que ce type de douleur est totalement... c'est totalement possible de la ressentir au sein d'une relation, tu vois. Bien sûr. Et donc, c'est là où c'est super subjectif. Et il y a eu un pouce. et donc, c'est super subjectif et ça demande en fait un travail sur soi. Et ça demande du coup le fait de ne pas être dur avec soi-même. C'est... Oui, il y a un mot pour ça. Ouais. Totalement. Je suis de l'indulgence. L'indulgence, exactement. Voilà. Mais être indulgent envers soi-même, mon Dieu, c'est un travail qui demande toute une vie aussi, tu vois. Ouais, surtout pour toi, enfin dans ta situation. non mais parce que voilà, par rapport à ce que tu as vécu, du coup, tu n'es pas en contact avec toi-même. Enfin voilà, on va pas répéter, mais toi, c'est un peu un gros truc quoi chez toi. Enfin, il faut que tu sois plus en contact avec toi-même et du coup un peu plus avec les autres aussi, mais surtout par rapport à toi. À fond, mais ouais. Ouais. Voilà. Bye. Non mais ok. Bah du coup, en fait, j'allais te demander est-ce que il y a un déclic, mais en fait t'as un peu répondu à ça en te disant que oui, je comprends. Au final, le déclic, il y a que toi qui peux l'avoir, malgré le fait. Parfois, t'es tellement aveuglé par le truc que d'avoir tout ton entourage qui te dit non, fuis. Finalement, tu continues quand même. Mais je pense que au-delà de ça aussi. Alors certes, il y a tu vois, c'est comme je te disais, ouais, plus jamais je vais vivre ça, etc. En termes de relation, c'est dur de dire il y a un déclic. Tu vois, on dit plutôt souvent j'ai un déclic parce que j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai voulu arrêter de prendre de la drogue, j'ai voulu me mettre au sport. Tu vois, tu peux avoir des déclics envers toi-même, mais quand ça implique une autre personne, c'est difficile d'avoir un déclic parce que du coup, deux êtres sont merde. Enfin, ça parle de deux personnes, tu vois. Tu peux pas avoir un déclic pour deux personnes. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, je le vis différemment. C'est-à-dire que maintenant, dans mes relations, que ce soit amicales, amoureuses, familiales, au lieu d'être fataliste et de me dire je suis dans une relation toxique et d'avoir soit un extrême où je me dis je suis complètement immobilisée, je ne sais plus comment réagir, ou alors fataliste, je prends mes affaires et je me barre. Il y a plutôt cet entre-deux où je me dis bon, il y a des choses qui ne me plaisent clairement pas. Vois en fait ce que tu es capable de faire avec sur le moment, vois à quel point ça t'immobilise, vois à quel point ça t'handicape, essaye de poser le pour et le contre, mais n'agis plus sur le fait sur le qui-vive. Ouais, carrément. Oui, sur l'action, sur la suite ouais, c'est ça. Sans y réfléchir, quoi. Et donc c'est là où du coup je dirais que tu vois quand ça j'ai pas le mot, quand ça implique deux personnes, c'est difficile d'avoir un déclic, mais c'est plutôt de se dire je vais essayer de prendre la situation d'une autre façon, tu vois, d'une autre façon. C'est un beau conseil, je trouve. Enfin, tu vois. Ouais, mais je pense que ça se fait mais je pense que ça se fait aussi naturellement en fait à travers les relations qu'on peut avoir, et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait chaque relation nous apprend quelque chose. C'est clair. C'est parce qu'en fait qu'on le veuille ou non, on ressort à chaque fois avec un bagage, qu'il soit positif ou négatif.
Et on se dit, bon bah voilà, là je suis ressortie avec ça m'a appris ça. J'ai pu apprendre à être indulgent vis-à-vis de ça, ou au contraire de mettre des barrières beaucoup plus rapidement. Voilà, à l'heure actuelle, je vois que telle personne peut avoir des comportements similaires à ma relation précédente. Qu'est-ce que j'en fais ? Ouais, J'ai maintenant un bagage. Ouais, Qu'est-ce que j'en fais ? Je connais ce schéma-là. Je le connais. Ok, la fois passée, j'ai agi comme ça. Et ben cette fois-ci, je vais essayer, parce qu'encore une fois, c'est pas facile, je vais essayer d'agir différemment en essayant de ne pas revenir dans ce schéma, de ne pas revenir dans ce truc que j'entretiens depuis des années. Quoi. Ouais, de pas refaire et c'est ça qui demande un effort, mais parfois presque surhumain. Moi, j'aime beaucoup la personne avec qui je suis actuellement, mais parfois ça réveille en moi. Je me retrouve dans des situations où, tu sais, quand ça te prend vraiment dans les tripes, quoi. Ça te prend dans les tripes et c'est dur et tu te dis, et ben là, il va falloir que tu agisses différemment. Tu agis différemment, prends-le différemment, laisse le temps, laisse ceci, laisse cela. Et en fait, tu vois que en te donnant, mais donc à ce moment-là, il faut vraiment se donner, il faut vraiment conscientiser que voilà, parce que tu as envie de faire fonctionner quelque chose, et ben tu vois qu'en ayant mordu sur ta chic à tel moment, qu'en fait, il y a vraiment l'issue est complètement différente. Ouais, bah oui plutôt que d'avoir réagi tout de suite et pas bien. Et donc, en fait, après, tu as cette espèce de récompense mentale. Oui, de dire, j'ai bien fait de mordre sur ma chic pour les Belges, parce que les Français, je sais pas si ça ce que ça veut dire. De quoi ? Mordre sur ma chic, sur ta chic. Mordre sur ma chic. C'est pour ça que j'ai rigolé. D'avoir pris sur toi, quoi. Oui, d'avoir pris sur toi. Mordre sur sa chic, ça veut dire prendre sur soi, en belgicisme. Et donc... Oui, tu vois la différence et tu te dis, ah ok, j'ai bien fait de prendre sur moi. J'ai bien fait de prendre sur moi. Et d'avoir agi... Et encore une fois, du coup, on arrive dans un truc où on se dit, mais à quel point il faut que je prenne sur moi ? Il y a une limite, quoi. Tu vois ? Et donc c'est là où, en fait, c'est tout le temps en train de... Et moi, la première, parce que je ne fais que réfléchir, je ne fais que penser. Je suis une overthinker, genre par définition. Et donc, je me dis, ok, à quel point il va falloir que je morde sous ma chic, que je prenne sur moi. Et ça, c'est... En fait, le problème, c'est aussi que dès qu'il y a des sentiments qui sont impliqués dans une relation, ça complexifie vraiment beaucoup plus le schéma, enfin la situation en elle-même. Les émotions, les sentiments, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'intense, et voilà. Et donc, j'avais une belle phrase, elle est partie. Elle est envie de la sortir. Mais tout ça pour dire que je pense que on apprend, on évolue à travers chaque relation, et le plus important, c'est de conscientiser. Pour moi, c'est ça. Le plus important, c'est de conscientiser, de prendre le temps de réagir, de communiquer, de dire à l'autre ce qui ne va pas, et de bien le dire aussi, quoi. De bien le dire, de prendre le temps de dire les choses, et de ne pas s'oublier. Et ça, c'est quelque chose aussi, on n'en a pas beaucoup parlé là. C'est vrai. Mais en fait, dans les relations, on est vraiment beaucoup à s'oublier pour l'autre ou pour nous, et enfin pour nous, le couple. Et en fait, c'est un peu une problématique de maintenant, j'ai l'impression, parce que du coup, ça entraîne des carences, on va dire. Ça veut dire que comme tu nourris plus ta personne personnelle, c'est-à-dire tes hobbies, tes passions, tes ceci, tes cela, et que t'es plus que dans le nous, le couple, tu vois, et ben tu t'oublies, et donc en fait t'es plus vraiment toi-même, t'es plutôt le on, le nous. Totalement. Et donc forcément il y a un moment où il y a une espèce de carence et de dysfonctionnement. De dysfonctionnement, totalement. Parce que faut pas oublier qu'au départ, si la personne elle s'est intéressée à toi, c'est aussi pour en fait ta personne, le toi tout seul. Et je veux bien même pour toi, faut pas, voilà, je veux dire dans le sens où même pour toi en tant que personne, de s'oublier
souvent tu t'en rends compte un peu après. Oui, à mort. Tu dis merde, mais en fait, toutes mes passions, tout, moi je mets tout de côté et C'est ça. ça tu perds de l'énergie quoi. Tu perds tu vois. Et c'est hyper important d'avoir du temps pour soi de qualité. Et c'est encore plus dur du coup pour une personne qui est dépendante affective de retrouver plaisir à avoir du temps pour soi. Ça c'est un truc aussi que j'ai un peu vécu là, c'est de me dire qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Sans me sentir coupable ou sans me dire ah ouais mais du coup enfin tu vois c'est... ouais non. Alors voilà. On a du taf, je rigole. On a du taf. Ok, bah écoute, il y a plein de... Enfin, il y a d'autres choses dont on pourrait parler, je pense, mais peut-être qu'on pourrait refaire un épisode si ça Partie 2. Partie 2, si ça t'intéresse. Je sais pas si là, pour cet épisode-là, t'as envie de dire un... Enfin là, en fait, t'as dit un peu ton mot de la fin. Oui, c'était un peu le mot de la fin, ouais. Mais ok, franchement, c'était super intéressant. Et puis, je pense que ça vaut le coup qu'on en refasse un. À mort. J'ai vraiment eu l'impression de parler que de moi. Et bah, c'est le but. Ouais, c'est le but, vraiment. Mais après... Oh, il y a Ruben qui a dit gros bisous à Candice. Coucou Ruben. Mais bon, voilà. Mais ouais, non, mais je pense qu'on refera un épisode. En tout cas, c'était super intéressant. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. Et d'avoir pris du temps pour qu'on enregistre ce live. Et voilà. Merci à ceux qui étaient là. Je sais pas du tout combien de personnes. Merci Diego. Ah, Inès, gros bisous. Bisous. Ciao.